c'est trop. Bonjour à tous et bienvenue sur Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Zovi Wang. Zovi a un profil différent des personnes que nous rencontrons habituellement puisque c'est une illustratrice. Donc elle touche beaucoup plus du côté artistique, mais elle en a fait aussi son métier puisqu'elle travaille pour une agence spécialisée justement dans la gestion de personnages, de petits caractères et ce qu'on appelle d'IPs, de propriété intellectuelle, qui vont être ensuite mis au profit de commerciaux pour des marques, des sociétés ou autres. Et ça, c'est l'agence Duno. À côté de ça, en parallèle, comme elle est passionnée, elle a co-créé une communauté qui s'appelle Shaving in the Dark, où des illustrateurs, des graphistes, des dessinateurs se retrouvent régulièrement autour de workshops pour principalement monter un magazine qui s'appelle Shaving in the Dark aussi, et dont la sortie du 4e numéro vient juste d'avoir lieu et est disponible aujourd'hui à Shanghai. Avec Zovi, on parle de plein de choses, on parle de comment elle a réussi à découvrir cette passion et comment elle a compris qu'elle pouvait en faire un métier, puisque son parcours éducatif ne l'avait pas du tout mis dans cette direction-là. Et aujourd'hui, on parle aussi de l'importance en fait de l'utilisation de ces personnages, de ces mascottes dans le développement d'une marque en Chine. On parle aussi de la consommation de la BD, puisqu'en France c'est très important, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la Chine ? C'est une conversation très intéressante, très différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, et je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Comme d'habitude, la meilleure manière de me montrer que vous avez aimé cet épisode, c'est en nous suivant et nous laissant des commentaires sur iTunes et sur SoundCloud. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous depuis la Chine avaient eu du mal à laisser des commentaires, ou vos commentaires qui avaient été laissés ont eu du mal à être validés. J'en suis désolé. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas ça me fait plaisir, et donnez-moi des feedbacks, ça me permet aussi d'avancer et d'améliorer tout ça. Je vous laisse faire connaissance avec Zovi et on se retrouve à la fin. Eh ben bonjour Zovi. Bonjour. Bienvenue donc sur le podcast Backstage. Alors l'idée de la rencontre aujourd'hui, c'était que, alors bien sûr il y a une actualité en ce moment et on va parler du nouvel album, le nouveau zine, comme tu l'appelles, de Shaving in the Dark. Mais en fait j'aimerais bien comprendre en fait comment une illustratrice est arrivée à Shanghai et comment tu en vis aujourd'hui. Et je pensais que ça pouvait être très intéressant aussi avec l'audience pour justement essayer de comprendre comment on vit de son art. Donc dis-nous un petit peu, comment t'es arrivée en Chine, Zovi, alors ? Alors, au tout début, donc c'était il y a 7 ans. En fait, je suis d'abord venue après le lycée. Ok. Donc après le lycée. Très tôt alors ? Ouais, je savais pas trop quoi faire. Et puis en fait, mon père il est d'origine chinoise. Ok. Mais il m'a jamais parlé chinois, donc je trouvais ça un peu frustrant. Donc je me dis bon puisque c'est comme ça, je le ferai moi-même, comme le petit Polo. Et donc je suis d'abord, en fait à l'époque j'avais pas encore 18 ans, donc j'ai pas pu venir à Shanghai. Sinon je pense que je serais venue à Shanghai. Mais en fait, du coup, comme ils m'ont pas accepté, je suis allée à Suzhou. Et je pense que c'était une bonne chose parce que du coup, j'ai appris le chinois beaucoup plus vite. Ah oui, c'est sûr. En un an, j'étais extrêmement motivée. Et du coup, j'ai passé mon HSK5. Donc tes parents t'ont laissé après le lycée, après le lycée, au lieu de suivre un cursus c'était une année sabbatique, quoi, on va dire. D'accord. C'était une année sabbatique. J'avais été acceptée dans quelques trucs, justement. Je voulais peut-être aller en école d'art, en mana, en prépa d'école d'art, ou des trucs comme ça. Mais j'étais pas sûre et tout ça, je me dis bon, je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir, j'ai vraiment envie d'apprendre le chinois. Et donc, bon non, ma mère, c'était un peu compliqué. Ma maman n'était pas forcément d'accord, mais bon, finalement, d'ailleurs il y a pas longtemps, elle m'a redemandé est-ce que j'ai bien fait de te laisser. Je lui ai dit franchement, moi je pense que cette année-là, ça a été une année vraiment très formatrice pour moi. Même, je pense que quand même, voilà, une des raisons pour lesquelles je suis venue en Chine, c'est pour rechercher par rapport à mes racines. J'ai appris le chinois finalement. Ensuite, finalement, ma mère m'a dit non, tu restes pas là-bas pour tes études, tu fais quand même, je veux que tu aies un diplôme français. Donc, okay. D'accord. Je regarde les diplômes, je dis bon, alors, la plupart des diplômes, je peux passer, on va dire, maximum 1 an en Chine en général. Mais j'en ai trouvé un où je pouvais passer 1 an et demi. Du coup, je dis d'accord. Et bon, il s'est trouvé que c'était un diplôme de gestion. Ok. La gestion et moi, je me suis dit, ça sera utile un jour. Enfin, en fait, c'est mon père qui m'a dit, de toute façon, ça sera toujours utile un jour. Ouais. Pourtant, je suis vraiment pas très douée. Mais c'était bien, c'était donc 1 an et demi à Grenoble et 1 an et demi à Chongqing. Parfait. Bah oui, Chongqing, moi je connaissais pas. C'était il y a combien de temps ça, Chongqing ? Parce que Chongqing, c'était l'autre pays du fromage, hein, comme je dis, à l'époque, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers non plus. C'était il y a combien de temps alors ? C'était il y a 4-5 ans, 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans. Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais. Donc en fait, j'ai fait une licence en échange. Ok. Je suis restée à Chongqing pendant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Super. En fait, ce qui était bien, c'est que Suzhou, j'ai vraiment appris le chinois.
J'avoue que je suis pas vraiment tombée amoureuse de la ville, on va dire, parce que bon, voilà, je trouve que c'est une ville quand même assez, c'est artistique mais traditionnelle, donc assez conservateur, tout ça. Alors que Chongqing, c'est buzzing, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je dirais que les gens en tout cas mon sentiment c'est que les gens s'expriment plus, ils font plus ce qu'ils ont vraiment envie de faire, voilà. Puis c'est un peu une ville champignon, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc pour le coup à Chongqing, j'ai vraiment pratiqué mon chinois. Je me suis fait plein de très bons amis. Bien sûr. Donc voilà. Et donc là c'est à ce moment-là que tu as vraiment fusionné peut-être avec la communauté locale, plus beaucoup artistique chinois. Je pense qu'à Chongqing il y a aussi une scène peut-être un peu plus underground aussi pour ce genre de choses. Ouais, et avant qu'on passe sur le côté shanghaïen, finalement, donc explique-nous comment on décrirait en fait ce que tu fais aujourd'hui. Donc on dit que tu es une illustratrice, mais tu fais plein de choses, tu fais du graphic design, tu fais graphic design recording, pardon, c'est ça? Graphic recording, Graphic recording. Donc explique-nous un petit peu en gros toutes ces facettes, puis on va essayer de comprendre comment tu as réussi à utiliser tout ça dans ton parcours chinois. Qu'est-ce que tu fais? Bon, aujourd'hui je suis illustratrice, je suis mon visage chinois, j'en suis très fière, c'est Cartoon Illustrator. Ah ouais? C'est ma profession vraiment officielle. Voilà. Après, graphic recording, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire en freelance. Donc en fait, je vais à des conférences, des meetings, des brainstorming sessions, des focus groups, et je dessine ce qu'ils disent. C'est-à-dire, je suis pas là. Beaucoup de gens me comparent aux gens qui dessinent dans les courts. Ah d'accord. Mais en fait, ces gens-là, en général, ils dessinent parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre des photos. Moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, je fais quelque chose de complètement différent de la personne qui prend les photos. C'est-à-dire, même si on prend une vidéo, en fait, c'est encore autre chose. Moi, je peux sélectionner l'information. Tu interprètes. Voilà, j'interprète et je la digère. En fait, je la redonne d'une manière ludique. Parce que, voilà, quoi qu'on dise, on est tous des enfants et quand on met un peu d'humour, ça rentre mieux, quoi. Comment tu as découvert que tu savais dessiner? Tu as commencé à dessiner très tôt ou... Ouais, j'ai toujours aimé dessiner, ça c'est sûr. J'ai pas forcément... Moi, j'ai toujours aimé dessiner. Je suis pas capable de dessiner un canard, mais... Bah si. Ah ouais, d'accord. Bien sûr, il faut venir à nos workshops. Voilà. Bien sûr, il y a beaucoup de gens comme ça qui... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un peu lié, par exemple, au terme d'artiste. J'aime pas trop quand les gens arrivent et disent ah, t'es trop une artiste. Et pour moi, c'est un peu comme dire t'es asiatique ou un truc comme ça, tu vois. Genre dire que... Enfin, c'est quelque chose pour moi. Ouais, c'est un peu labellisant et je pense que vraiment c'est inhérent à chacun d'entre nous et on peut vraiment tous être artistes d'une manière différente. D'accord. Et je dis pas ça comme le pays des bisounours, mais je le pense vraiment et c'est pour ça qu'on dans la communauté de chez Mine de l'Art, pour moi c'est quelque chose de très important. Et donc tu as appris à dessiner? J'ai toujours beaucoup dessiné. Après, j'ai pas vraiment pris de cours. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'étais à Chongqing aussi, c'est que j'ai découvert en fait donc j'étais venue en Chine pour le côté de mon père, mais en fait j'ai découvert que du côté de ma mère, j'avais un arrière-grand-oncle breton qui avait été missionnaire dans le Sichuan entre 1916 et 1948. Donc elle arrive, ma mère, elle me rend visite avec un gros paquet de lettres écrites par cet oncle qui décrit toute la Chine de l'époque et moi je me dis mais enfin quelqu'un qui me comprend quoi. Je me dis mais voilà, enfin je veux dire je suis venue en France, bon voilà, on est un peu les asiatiques de la famille, bon il y a toutes les cuisines bretonnes voilà. Puis du côté chinois, bon voilà, on est aussi des étrangères malgré tout. Enfin voilà, j'ai de la famille à Shanghai, j'ai de la famille à Shenzhen et on discute maintenant, on peut communiquer très bien mais ce sera jamais alors que là du coup j'ai découvert vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée et du coup j'ai décidé de repartir sur cette rage. J'ai monté un projet d'échange et tout ça. C'est une bourse et en fait mon but c'est d'en faire une BD. Donc disons que ça c'est une ligne directrice quand même sur mon parcours parce que ça m'a beaucoup poussée en fait. J'ai commencé à dessiner pour ce projet d'abord, je l'ai présenté à quelques éditeurs, j'ai eu quelques retours positifs mais en même temps pas assez encore parce que voilà c'est quelque chose qui m'a toujours que j'ai toujours poursuivi on va dire. Ensuite puis ensuite quand j'ai commencé c'était en fait quand je suis arrivée à Shanghai j'ai d'abord travaillé dans le marketing. J'étais marketing manager pour une boîte de médias et je n'aimais ni le produit, ni mon travail, ni le marketing en fait. J'ai été, franchement, je pense que c'est un des moments où j'ai été le plus malheureuse parce que
c'était mon premier travail et je me sentais un peu, voilà, c'était le challenge et tout ça, mais en même temps, j'étais profondément malheureuse, quoi. C'était un job alimentaire parce qu'il fallait travailler. Donc... Non. Au début, moi, tout le monde me dit, mais tu vas être super en marketing et tout. Et puis, en fait, même les gens me disaient, mais tu fais bien ton boulot, pourquoi tu t'en vas? À la fin, quand je suis partie, ils me disaient, mais pourquoi tu t'en vas? Je disais, mais ça ne voit pas que je suis trop, pourtant, mes amis, ils le voyaient, hein, mais j'étais vraiment pas du tout heureuse. C'était pas pour toi. Du coup, et puis alors, comme tu disais, il y a eu un petit déclic, c'est que j'ai un ami qui m'a donné un stylo pour iPad. C'était pas le stylo Apple, c'est le stylo qui s'appelle Paper 53. C'est une application. D'accord. Il m'a offert ça pour mon anniversaire. C'était cool. Alors que j'avais déjà l'application depuis longtemps, mais bon. Et en fait, pour moi, ça a été le déclic de comprendre que je pouvais, en fait, avec pas grand-chose, avoir un rendu professionnel. Ok. Et c'est là où tu as commencé à vraiment utiliser, du coup, à digitaliser en fait tes dessins, alors qu'avant tu dessinais simplement sur papier. Je dessinais simplement sur papier, je savais pas utiliser Photoshop, je savais pas utiliser Illustrator. Parce que c'était un hobby en fait jusqu'à présent. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, dans ma tête, il fallait passer par tout un espèce d'énorme process si je voulais. Ce qui est peut-être vrai quand même. Hein. Je dis pas que c'est faux, mais je me disais que c'était inaccessible, quoi. Ok. Ensuite, donc j'ai commencé à faire des dessins d'abord pour cette boîte de médias, en fait, pour leur site web et tout ça, puis en fait, voilà, c'était le meilleur moment de ma journée, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye, je vais me lancer en freelance, je vais essayer d'apprendre, voilà, donc je vais faire ça pendant 3 mois, et puis si ça marche pas, tant pis, je reviendrai au marketing, et puis tant pis. Et donc, en freelance, qu'est-ce que tu proposais à ce moment-là? C'était justement d'illustrer, en fait, pour des sociétés ou pour... C'est plutôt des trucs, donc au début, c'était plutôt des flyers, des petites mascottes, des logos, et puis donc, en fait, en même temps, les amis designers autour de moi qui m'apprenaient en fait à utiliser Illustrator et Photoshop, tout ça. Et donc en fait, c'est sûr, j'ai appris sur le tas, mais j'ai appris beaucoup et vite. Mm-hmm. Et en fait, heureusement, je suis pas graphic designer, ça c'est sûr, je suis pas graphic designer. Je n'ai même pas la mentalité qu'il faut pour être graphic designer, je suis pas perfectionniste. Ok. Et en fait, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, tu devrais faire du graphic recording parce que tu peux le faire déjà en plusieurs langues. Et puis même, il y a quelque chose dans ton style qui pourrait marcher. Moi, je me dis, c'est quoi graphic recording? Je commence à regarder et puis, ça peut être marrant. Donc, je l'ai fait d'abord pour plutôt des boîtes de marketing research ou de training. Mm-hmm. Et donc sur des grands papiers. Puis en fait, ensuite, j'ai découvert que je pouvais le faire sur mon iPad en le projetant sur un écran. Voilà, sur un écran. Puis j'ai fait aussi les comptes rendus pour les WeChat et tout ça. D'accord. J'ai exploré en fait. Donc les graphic recording, pour expliquer, c'est une conférence ou une présentation qui a lieu. Toi, tu es à côté, dans le fond ou autre, et soit sur des grandes feuilles en papier, soit comme tu disais, via ton iPad avec un écran où tu diffuses en fait en live ce que tu es en train de dessiner. Et tu vas récupérer les gros éléments de la conférence, des éléments qui peuvent être soit clés, marquants ou aussi un peu sympas. Et à ce moment-là, tu vas utiliser tes dessins en fait pour enregistrer ce moment un peu particulier de cette conférence, c'est ça? C'est ça. Et pour le rendre en fait plus facile à comprendre et à s'en souvenir. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la compréhension et la rétention. Parce que parfois, franchement, je peux pas faire des miracles quand même. Des fois, il y a des talks où les speakers, franchement. Ça peut mettre de la couleur et des petits bonhommes, mais ça suffit pas. Des fois, il y a vraiment pour moi, il n'y a pas de substance, mais des fois aussi, je trouve que on complique les choses. Mm-hmm. Et je sais pas si c'est juste pour les compliquer, mais des fois, je me dis, mais ce que tu dis là, ça fait 15 minutes que tu utilises des mots trop compliqués, mais moi je te fais un dessin et des fois je trouve que c'est dommage un peu de se mettre toutes ces barrières, quoi. Oui, bien sûr. Moi, la première fois, je crois que j'ai entendu parler de toi, c'est quand il y a eu ce graphic recording pour la French Tech, pour tout au début, je crois. C'était peut-être le premier événement de la French Tech. Et moi, qui n'avais pas pu accéder à l'événement, en fait, j'ai revécu le truc grâce à tes dessins, en fait, justement. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Benoît. Ok. Moi, je croyais que vous vous connaissiez déjà. D'accord. Non, je crois que c'est la première fois. Je me souviens qu'il avait été très gentil, il m'avait fait des screenshots, des retours et tout ça. D'accord. Sympa. Parce que voilà, donc du coup, Benoît, donc aujourd'hui, tu travailles pour une agence et qui s'appelle Dunon. Et donc, tu es illustratrice à temps plein et tu es payée pour ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment unique parce que je pense que avoir une opportunité comme ça, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai encore beaucoup de chance. Enfin, c'est vraiment super de pouvoir à la fois évoluer parce que je dois tout faire en chinois, je dois faire ça, c'est pour un public chinois. J'illustre les aventures d'un petit personnage
et donc voilà, il faut saisir vraiment la target. Au début, je me disais, j'avais un peu cette envie d'éduquer. Ouais. Mais en fait, la comic culture, en Chine, elle n'existe pas. Enfin, elle n'a pas existé pendant longtemps, donc c'est pas du tout la même chose. Je me souviens même d'une fois, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est assez drôle, parce que je dessine donc le petit personnage qui bondit du canapé, donc je mets le petit nuage là, avec les petits traits. Ouais. Et puis en fait, ma collègue, elle regarde, elle fait « Ah, il a pété !» Ah oui. Je me dis « Oh là là, en fait, il faut vraiment que il faut que je check, quoi. » Bah oui, parce que l'autre jour, il y avait un article qui est tombé aussi, où en fait, l'illustration, l'interprétation des emojis, en fait, est complètement différente aussi en Chine qu'on pourrait l'avoir en France ou ailleurs. Et donc j'imagine que ces petits codes dans la BD, des petits traits de vitesse, les petits nuages comme tu disais, parce qu'il y a de la poussière ou je sais pas quoi, ça peut être interprété complètement différemment. Et aussi les onomatopées, c'est vraiment, moi ça me manque, parce que en chinois, il y en a vraiment, en fait, il y en a pas beaucoup. Et en fait, ils en utilisent parfois, ils utilisent les mêmes pour plusieurs trucs qui font aucun sens, tu vois, genre le kick de prendre une photo et puis le bruit de genre mâcher, c'est kick aussi. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, et genre pour moi, en général, d'abord, je les écris en anglais, parce que voilà, je suis dans le truc et tout. Puis après, ils me remettent, c'est tous les mêmes. Je trouve ça triste. Et justement, alors, d'après ce que tu dis, c'est comme il n'y a pas vraiment de culture BD, comics en Chine, est-ce que tu vois que ça évolue? On y vient, selon toi? Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais comme je pense beaucoup de choses en Chine, on y vient en ayant fait un grand bond. Donc en fait, par exemple, maintenant, ça se développe beaucoup, mais par téléphone. C'est vraiment le format lui-même est quelque chose de différent, et les illustrateurs travaillent différemment et ils font des choses différentes sur le téléphone, et c'est génial. Enfin, il y a plein de choses nouvelles. Mais par contre, moi, c'est pour ça que je tiens à ce que le magazine soit papier et uniquement papier, c'est-à-dire qu'on n'a même pas, on ne le publie pas digitalement. Okay. Et c'est quelque chose, voilà, moi justement, je travaille sur téléphone, c'est-à-dire je suis coincée sur un écran 1000 par 700 pixels. Ouais. Et là-dessus, voilà, on peut travailler différemment. Parce que du coup, en Chine, justement, parce qu'il y a cette notion des bulles, d'accord? On va le lire de gauche à droite, de haut en bas. Et du coup, par téléphone, est-ce qu'ils sont que sur quelque chose qui est scrolling et ça va de haut en bas en permanence? Il n'y a pas la notion de passer de gauche à droite, gauche à droite? C'est possible. Moi, de temps en temps, j'aime bien travailler et dire aux gens, c'est-à-dire on a un article où on dit retourner téléphone. Mais bon, ça veut dire que du coup, tu peux plus non plus aller comme ça. Okay, tu peux que aller horizontalement et pas verticalement. Alors, c'est un peu en deux dimensions. Ouais, c'est ça. Alors justement, en fait, on est en train de parler de toutes ces contraintes. Donc, toi, t'es à la base, alors bon, il faut labelliser, donc tu viens plutôt du côté artistique, dessin en hobby, tu t'amusais sûrement à gribouiller sur plein de papier quand tu savais pas quoi faire, et puis d'un coup là tu te retrouves où on te dit non, maintenant tu vas dessiner ce que je veux. En plus, petit personnage ou les dossiers pour lesquels tu as travaillé, ils ont déjà une image, donc en fait tu es obligé de garder ces clés là. Comment tu as réussi, toi, à rentrer dans ce cadre-là, à ce mood? Ça a été difficile? Ça a été complexe pour toi? Ouais, c'est pas facile, mais en même temps, j'en ai vraiment envie. Enfin, c'est-à-dire que moi, je me pose encore la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être juste artiste? Ok. Parce que j'en suis pas sûre. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les gens. C'est peut-être parce que j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, peut-être que si j'avais fait une école d'art, j'aurais plus eu cette recherche. Mais vu que j'ai commencé en freelance, en fait, j'ai toujours travaillé avec des clients. Donc, ça me motive beaucoup. Et c'est vrai que je me souviens quand je venais d'intégrer l'agence, les premières histoires que j'ai proposées, mais c'était à des milliers d'années-lumière de ce que le client attendait. Et quand j'y repense, ça me fait rire. Ils ont été sympas quand même, parce qu'ils disaient oui, peut-être, alors que bon, c'était absolument pas possible. Mais voilà, je continue à apprendre. Et enfin, c'est vraiment travailler pour un public chinois, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, le magazine, on est étranger et il faut qu'on l'accepte. On est un peu, moi, j'utilise un peu l'idée du refuge pour animaux abandonnés, parce qu'en fait, nous, en tant qu'illustrateurs étrangers, on n'a pas trop le choix. Mais les Chinois, les illustrateurs chinois, on n'a aucun intérêt. Enfin, on peut avoir un intérêt, mais je veux dire, ils peuvent aller sur toutes les plateformes qu'ils veulent. On ne peut pas leur dire, ah oui, venez dans notre super magazine. Par contre, pour nous, c'est super important. C'est un endroit où on n'a pas trop d'autres endroits, on se retrouve et on partage. Donc ça, c'est sur la partie du magazine. Comment toi, au niveau du travail, tu t'éduques justement à comment les Chinois vont consommer du comics? Comment ils le comprennent, le comics? Est-ce que du coup, où est-ce que tu vas chercher l'information? Comment tu t'éduques par rapport à cette partie chinoise? Déjà, il faut un peu toujours regarder un petit peu Weibo et voir ce qui se passe. Mais bon, en même temps,
voilà, moi on voulait pas forcément rester sur le côté buzz, trop much. Mais en tout cas l'année dernière, on faisait quelque chose que j'aimais beaucoup justement. En général, on allait toujours en vertical. Oui. Et puis en fait, une fois par mois, on disait retourner. Et là, pour l'horizontal, en général, on faisait une histoire plus profonde. D'accord. Une histoire donc un peu, pas forcément éducative, mais bon, avec un message plus profond. Parfois, c'était, par exemple, une fois le message, c'était que en fait, tout ce dont on a envie, c'est comme une bulle. Et c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on touche la bulle, ça disparaît. Okay. C'est-à-dire dès qu'on possède quelque chose dont on avait envie, on n'en a plus envie. Et voilà, en fait, pour moi, c'était important parce que des fois en Chine, je me dis que c'est trop facile. Enfin, c'est facile, c'est tellement, voilà, vraiment une société de consommation. Donc tout ce dont on a envie, on le touche tout de suite. Et puis en fait, on se rend plus compte que le plus important c'est la bulle, quoi. Voilà. Donc ce genre de choses beaucoup plus profondes, même graphiquement, du coup je travaille différemment, je fais des choses beaucoup plus recherchées, alors que d'habitude c'est plutôt le côté gag, le côté gag, enfin pas forcément avec la banane, mais bon, ce genre de choses, quoi. Donc tu dois, dans les contraintes, tu dois produire des nouvelles histoires toutes les semaines, j'imagine, et comment tu travailles le côté inspiration, parce que toi on parle de la partie illustration, mais tous ces gags, il y a aussi une partie idée, créativité, plus ou moins du texte. Est-ce que c'est toi aussi qui gères ça, ou finalement il y a une autre personne qui fait ça? L'année dernière, on travaillait en fait en interne, donc voilà, avec mes collègues, on brainstormait des idées, puis voilà, on affichait une histoire et tout. Maintenant, on a un scénariste. D'accord. Et donc, il est en externe, c'est vraiment super de travailler comme ça aussi, quoi. C'est bien parce que c'est un peu la même chose, encore une fois, en parallèle avec le magazine, c'est que la collaboration, c'est vraiment une autre manière d'apprendre et une autre manière de travailler. Ouais. Donc, et t'es une artiste au niveau de la musique aussi, tu fais beaucoup de musique. Alors qu'est-ce qui vient d'abord, la musique ou les paroles? Et là c'est pareil, c'est le dessin qui vient amener quelque chose au scénario et au texte, ou c'est finalement le scénario qui pose la base et toi tu illustres ça par rapport au scénario? Oui, pour la bande dessinée, par exemple, c'est possible d'avoir une idée, par exemple, en dessinant quelque chose au hasard et puis se dire, ah, mais ce personnage, mais j'ai une idée pour lui. C'est possible. Après, dessiner un scénario de BD, justement, on va faire un workshop là-dessus la semaine prochaine. Écrire un script de BD, c'est assez particulier. Et souvent, il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai une histoire pour un illustrateur, et puis en fait, ils envoient un truc qui est pas formaté pour... c'est-à-dire, du coup, les illustrateurs, forcément, vu que c'est beaucoup de travail, ils vont être très picky. Et donc, ce workshop, pour moi, il est important parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de collaboration qui se fasse. Et donc, j'ai envie de dire aux écrivains, si vous voulez trouver, attirer un illustrateur dans votre petit piège, il faut que vous ayez quelque chose de très bien, quoi. De formaté. Voilà. Alors, justement, on parle de cette communauté. Donc, il y a le côté très contraignant, on va dire, ou en tout cas avec des règles qui est imposées par le travail, le client, etc. Et ça, c'est une partie importante de tes journées, et en tout cas aussi de ton parcours d'illustratrice, parce que je pense que ça t'oblige à apprendre des nouvelles choses en permanence, donc tu es obligé de t'éduquer. Mais de l'autre côté, comme j'ai lu dans un des articles, dans un des interviews que tu as déjà fait, où on disait que tu avais besoin de lâcher un peu de pression, et donc tu as créé cette communauté de Shading in the Dark, enfin co-créé cette communauté où en fait tu regroupes énormément d'illustrateurs, et là vous lâchez, et l'un des bébés, parmi les bébés que vous avez accouchés, il y a ce nouvel album, ce nouveau magazine de Shaving in the Dark, donc c'est le numéro 4, c'est ça? Alors comment tu as créé ça, il y a combien de temps, et comment vous avez eu l'idée de lancer ça? Au tout début, je me souviens, j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Steven, et je disais, ah là là, Shanghai, il n'y a que des magazines super beaux, des magazines d'art, quoi. Ouais. Je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc un peu plus glacial, un peu plus satirique, un peu plus... Voilà, Shanghai, il ne faut pas que Shanghai se leurre dans son glamour. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle pète un coup. Un truc un peu plus punk. Qui, voilà, non, mais aussi avoir un regard d'autocritique, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Pour moi, c'était un peu comme ça de ça que j'avais envie, quelque chose qui rigole de soi-même, quoi. Culturellement très difficile. Bah oui. L'autocritique, c'est encore un autre. Et donc vous avez eu cette idée. Sens, quoi. Oui, en plus. Et donc vous avez eu cette idée en disant, tiens, on pourrait se retrouver. Du coup, il m'a dit, vas-y, on le fait. Du coup, je dis, bon, d'accord. Au début, ce qu'on voulait faire, l'idée de départ, c'est quelque chose, je pense, qui serait plutôt, qui marche plutôt en France. C'est-à-dire,
trouver une espèce de sponsor et faire un truc vraiment, mais imprimé, mais vraiment sur un truc pas cher et le mettre dans les toilettes des bars. Ça, c'est la première idée. Mais bon, c'est pas une idée viable. Et puis c'est différent. Enfin, ouais, c'est pas possible ici, on va dire. Okay. Et du coup, j'ai commencé. J'ai d'abord fait un WeChat groupe avec juste des comics enthousiastes. D'accord. Comment tu les connaissais, ces gens-là? J'ai juste demandé dans des groupes de ah, ok, dans les autres groupes WeChat, voilà, etc. Et dit, ceux qui aiment bien la BD, venez. Puis on a fait une première réunion, on a essayé de voir qui était intéressé pour vraiment faire quelque chose. Et puis voilà, on a commencé, on a imprimé le premier qui faisait à peu près le tiers ou même le quart. Non, il a combien de pages, celui-là? Celui-là, il a 104 pages. Le premier faisait 40 pages. À peu près. Ouais. D'accord. À B5. B5, ah ok. Et mais vous êtes donc il y a combien d'illustrateurs dans cette communauté aujourd'hui? Vous êtes combien? Parce que j'ai vu des photos de vos événements qui s'appellent Drink and Draw, c'est ça? Et du coup, vous êtes quand même un paquet sur les photos. Vous êtes combien aujourd'hui? Bah alors ça c'est dans le magazine, on va dire que les gens qui submettent, on va dire que c'est entre 20 et 35, ça dépend des numéros. Ouais. Donc ils se mettent, donc ils vont. C'est-à-dire ils nous envoient quelque chose que vous allez ensuite ajouter au magazine. D'accord. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose qu'on reçoit dans notre boîte mail et tout ça. Et les événements, c'est vrai que là, le dernier, il était un peu out of control. On avait beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait, franchement. Moi, c'est la raison, c'est là où je me suis dit, il faut que je te rencontre. Moi, c'est quand j'ai vu ce moment sur ton WeChat, et je me suis dit, ah là, il y a un truc, il faut que j'essaie de comprendre comment ça marche, quoi. Moi aussi, il faut que j'essaie de comprendre parce que, du coup, non, je pense que, voilà, ce qui est génial, c'est que le zine, pour nous, c'est un peu un accomplissement d'artiste, c'est-à-dire on est vraiment content d'avoir notre travail imprimé. Oui, bien sûr. Mais le Drink and Draw, c'est plutôt pour tous ces gens qui travaillent tout seuls, toute la journée, devant leur tablette, pour se retrouver. Et en fait, on joue à des jeux, on fait des challenges. Là, au Drink and Draw, c'était génial. Toutes les demi-heures, on disait alors maintenant, vous allez dessiner votre voisin, mais en monstre. Vous avez une demi-heure et le gagnant. Après, on allait avec le micro, on disait alors, qu'est-ce que vous avez dessiné, monsieur, et tout. Et après, le gagnant gagnait un verre. Ouais, et c'était chouette, quoi, parce que du coup, c'était vraiment marrant. Ouais. Et il y a combien de personnes dans cette communauté qui sont des professionnels et qui travaillent et qui gagnent leur vie avec, et ceux qui sont passionnés et qui font ça un peu de temps en temps le week-end et qui n'ont pas encore osé passer la barre comme toi tu as pu le faire et dire non, peut-être on peut en faire quelque chose, quoi. Je dirais c'est moitié-moitié. Bon, peut-être pas moitié-moitié, mais en fait, je dis moitié-moitié parce que dans ma tête, je pense que les professionnels, je les admire beaucoup, donc ils prennent beaucoup de place dans ma tête. Bien sûr, regarde. Et après, tous les autres, en fait, moi je suis pas forcément d'accord avec ce truc de il faut passer le pas. Je suis pas d'accord parce que on n'est pas. C'est sûr. C'est-à-dire, par exemple, celui qui a fait la couverture. Par exemple, eux deux, c'est deux professionnels. Lui, il est cartooniste, c'est un animateur. Ceux qui ont fait les couvertures du numéro 2 et puis du numéro 3. Voilà, c'est ça. Okay. Donc lui, c'est Sloppy, et lui, c'est Antonio, qui est un artiste vraiment accompli. Il travaille sur toutes sortes de médiums, vraiment. D'accord. Et donc, lui, c'est un architecte graphic designer. Ok. Donc, voilà, on a plusieurs choses. Rien à voir. Pas rien à voir, graphic designer. Ouais. Mais on a beaucoup de graphic design et d'architectes parce que c'est des gens qui sont un peu frustrés, qui disent mais moi, tu sais, je voulais un métier où je dessinais. Puis ils se retrouvent architectes et ils se rendent compte que ils ont plus le temps. Déjà à Shanghai, tous les architectes et tous les graphic designers, j'ai l'impression qu'ils sont tous super débordés. Ils sont tous exploités. Ouais, bien sûr. Et merci. Donc voilà. Donc je pense que c'est vrai que c'est une question intéressante, le fait de on est tous amateurs et professionnels, quoi. On apprend tous les uns des autres, et là on a commencé à faire les workshops, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est ici j'ai l'impression que tout doit tout de suite devenir un business, et tout doit tout de suite avoir des VC et des accélérateurs et des trucs, et enfin moi j'ai pas envie que ce truc devienne un business, quoi. Pour l'instant je suis vraiment contente que à Shanghai il y a un endroit où on n'est pas là pour gagner de l'argent. Bon, il y a plein de choses pas pour gagner de l'argent, mais c'est-à-dire on est à la fois viable. Pour l'instant, on arrive, on a un peu d'argent pour imprimer, tout ça. Et en même temps... Vous produisez combien de numéros, parce que vous êtes obligé d'imprimer un certain batch, que ensuite vous vendez, d'accord? Donc il est vendu à combien aujourd'hui? 50. 50, et vous en avez imprimé combien? Ça dépend desquels, on en imprime en général entre 200 et 500 exemplaires. D'accord, ok.
c'est pas grand chose. En même temps, en fait, bon. Mais vous cherchez pas de sponsor non plus, ou au contraire, peut-être? Ou c'est pas forcément l'idée aujourd'hui? C'est trop travail. Moi, j'ai pas le temps de faire plus. Et puis, je sais pas, pour l'instant. C'est pas l'objectif, non? Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on y réfléchit, mais moi, c'est pas. Je suis contente voilà, d'avoir ce truc qui se développe organiquement. Voilà, ok. Vraiment par bouche à oreille, c'est beau, quoi. Vous imposez vous en sortez un tous les combien? Tous les 3 mois, à peu près. À peu près. Ouais, à peu près. Moi, je me suis mis beaucoup la pression l'année dernière et franchement, c'est fini. Maintenant, on s'est dit, c'est pas la peine. On a tous d'autres boulots, donc en fait. Et je pense qu'on y revient de plus en plus, tu vois, cette tendance. Enfin, moi, c'est la raison pour laquelle aussi je fais les podcasts. C'est il n'y a pas d'objectif business derrière, tu vois. Et il y a un moment, t'as une passion. Moi, c'était de rencontrer des gens. Vous, c'est de vous retrouver et de dessiner et de pouvoir échanger avec d'autres styles, d'autres choses, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'avoir un objectif absolument financier, comme tu dis. On parle toujours de VCP, d'accélérateur, etc. C'est bon, quoi. On fait déjà ça entre 9h et 18h tout le reste de la semaine. Après, on a d'autres zones d'expression et chacun son truc. Et du coup, dans les gens qui viennent dans cette communauté, c'est aussi ce qu'ils viennent chercher, très certainement. C'est sûrement de rencontrer aussi plein d'autres gens, parce que ça fait aussi beaucoup partie de. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu peut-être réservés et qui vont s'exprimer à travers les dessins. Et là, tu dis, bah ouais, mais tu vas dessiner, tu vas partager ta table avec 10 autres personnes, donc forcément, tu vas rencontrer du monde. C'est ça. Et ça doit être une grosse partie aussi du truc. Hein. Bah ouais, souvent on accroche des dessins sur la table, enfin des feuilles sur la table, et donc en fait les gens. Ils sont obligés de dessiner sur la table, et en plus, une fois qu'ils s'en vont, celui d'après, il va dessiner par-dessus, et puis voilà, et après on garde tout ça. On va sûrement faire une exposition, pour le numéro 5, vu que ça fera 1 an. Ouais. On aimerait bien faire une expo. Moi, je voudrais, parce que j'ai gardé tous les dessins des Drunken Joe depuis 1 an, quoi. Donc j'ai vraiment un truc. Il faut que j'ai envie de mettre ça sur les murs. Puis en fait, faire un mur avec tous les trucs de l'année dernière, puis un mur avec justement pour que les gens continuent à dessiner, en fait. Excellent. Donc voilà. Mais, et les gens reviennent, parce que du coup, j'imagine que dès que tu as accroché et que tu fais vraiment partie de ce monde-là. En fait, c'est un rendez-vous que vous faites tous les combien? Tous les mois? Tous les mois, ouais. Tous les mois. Il y a une thématique, tu parlais de workshop tout à l'heure, donc il y a une thématique à chaque fois? Alors, pour les zines, on a toujours une thématique. Celui-là, c'était sur les fêtes, le numéro 2. Celui-là, c'était Apocalypse. Ok. Et celui-là, c'était Métamorphose. D'accord. Bon, alors on s'est dit, Métamorphose, Apocalypse, c'est un peu trop de mots à 4 syllabes, c'est trop compliqué. On va passer à Trip. Le prochain, c'est Trip. Ok. Donc, let's go on a Trip, machin, voilà. Les gens peuvent imprimer. Mais donc, du coup, tous les workshops sont faits pour ramener à la création de ce magazine, ou vous travaillez sur d'autres choses? Par exemple, là, vu qu'on vient de sortir celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on va faire un peu un workshop un peu pas à pas, c'est-à-dire, d'abord, il y a le comic script workshop pour vraiment écrire le scénario. Ensuite, on va avoir un character design workshop. D'accord. Et ensuite, on va sûrement avoir un workshop pour travailler sur le découpage de la page et le lettrage. Wow, ok. Par un artiste français. D'accord. Donc, ah oui, donc ça va quand même dans le technique et les gens peuvent apprendre complètement comment lancer une BD. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est de plusieurs angles de vue et puis c'est ça. Step by step. D'accord. Et toi-même, tu en donnes des workshops ou tu laisses faire? J'en ai fait il n'y a pas longtemps et c'était bien. J'ai fait un truc qui s'appelait Catharsis Workshop parce qu'en fait, moi, que ce soit la musique ou le dessin, je me rends compte que l'expression c'est quelque chose qui soigne. Mm-hmm. Et en fait, j'avais envie de partager ça avec des gens même qui ne savent pas dessiner. Parce que ça permet d'avoir un autre regard sur quelque chose qui s'est passé. D'accord. Donc on a mis les gens par paire et on leur a dit, racontez à l'autre personne une histoire embarrassante. Quelque chose où même quand vous y pensez, vous avez envie de disparaître 6 pieds sous terre. Et c'est des gens qui ne se connaissaient pas, ils racontent. Et puis ensuite, ça c'était plutôt pour le côté un peu sociable, voilà. Et ensuite, pour le côté technique, je leur ai dit, vous devez raconter l'histoire de l'autre personne en 4 cases. Donc situation initiale, élément perturbateur, résolution et puis situation finale. D'accord. Et c'était trop bien, quoi, parce que il y avait pas forcément besoin de savoir dessiner. C'est ça le truc, c'est qu'on peut dessiner des Monsieur Patate, on peut faire ce qu'on veut. Le but, c'est que ce qui est important, c'est que moi, ton histoire embarrassante, moi, je vais la trouver super marrante. Donc, c'est ça qui est... Et tu démystifies complètement le côté embarrassant de l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment important. Enfin, écrire une chanson, pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est quelque chose qui fait que toute la douleur qu'on peut ressentir, elle va être exorcisée. Donc, clairement. Et alors, justement, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait devenir illustrateur ou qui
qui voudrait faire une BD, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Vers quoi il doit se tourner? Est-ce qu'il y a un livre à lire absolument, une sorte de bible que toi tu reprends à chaque fois? Je sais que c'est eux qui écrivent beaucoup des romans, par exemple, qui sont plus dans la partie, on va dire roman. Aujourd'hui, ils se tournent beaucoup vers le dernier livre de Stephen King, qui est justement sur comment écrire une histoire, en fait. C'est pas une histoire qui fait peur. Et toi, tu as quelque chose comme ça que tu recommandes? Ouais, bah moi j'avais découvert Scott McCloud, c'est la référence comment faire de la bande dessinée. Enfin, vraiment, c'est génial ce qu'il a fait, quoi. Ouais. Il a vraiment expliqué en fait qu'est-ce qui fait qu'une bande dessinée c'est moins et plus qu'un film, par exemple. Ou moins et plus qu'un roman. Enfin, il y a vraiment un lien dans la manière dont on découpe le temps. Ouais. Et le lien entre mots et images qui est vraiment particulier. Mais ce que tu disais tout à l'heure avec les 4 cases, situation initiale, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est situation initiale, élément perturbateur. En fait, tu vois, il y a une structure, il y a une recette, il y a une formule. Et donc, en effet, le découpage est complètement différent. Quand dans une BD, en France, on voit qu'on a des illustrations dans Charlie Hebdo ou dans d'autres choses qui se font en un dessin. En fait, il y a une case et tout est là, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui existe en Chine, par exemple. C'est le genre de choses qui pourrait exister en Chine. Ou est-ce qu'ils sont plus sur la création d'une structure un peu plus formulée, comme tu le dis? Bah, en fait, une des bandes dessinées vraiment typiquement chinoises, c'est le Lian Hua Hua. Okay. Lian Hua Hua, c'est genre, en fait, c'est des petits livres comme ça. Ouais. Et bon, c'est typiquement pour les enfants normalement, mais bon, j'aime pas dire ça. Tout petit format. Voilà, comme ça, et on peut encore les trouver au temple de Confucius, il y en a plein, ça coûte rien du tout maintenant. Mais c'est vraiment une grande image comme ça, et juste du texte dessous. Oui. Et à chaque fois comme ça, on tourne et tout. Et ça, bon, c'est un exercice, je dirais. Mais il y a plein d'autres manières de le faire. Maintenant, les illustrateurs chinois, ils explorent aussi dans plein de choses différentes. Je pense que, vraiment, sur les WeChat accounts, ils explorent beaucoup et ils font plein de choses super intéressantes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que tu me diras si je me trompe, parce que je connais pas assez le domaine, mais pour moi, dans la BD, il y a 3 grandes influences. On va dire, il y a la France avec les bandes dessinées, les US avec les comics à la Marvel, et puis de l'autre côté, au Japon et en Corée, ce qu'on va considérer comme les mangas. La Chine, elle est en train d'essayer de faire quelque chose qui est un peu différent. Même s'il y a une influence manga, ils sont moins dans le côté très 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 manga qui est classique au Japon, en fait. Est-ce que tu... C'est sûr que il y a des choses différentes, ouais. Heureusement. Mais bon, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans le kawaii, dans le cute, un peu à la japonaise. Ouais. Mais bon. Mais j'avais discuté aussi avec un éditeur français qui me disait qu'il y a pas mal d'illustrateurs chinois, de BD chinois, qui en fait peuvent pas publier leur travail ici. Bien sûr. Et du coup, c'est des stars à Angoulême, par exemple. D'accord. Vraiment, ils sont, c'est des gens il y a des gens qui font la queue et tout ça. Mais en fait, il m'expliquait qu'au final, l'artiste chinois, il n'est pas reconnu dans son pays. Non, globalement, c'est compliqué. Voilà, et moi je me disais, en fait, je réfléchissais aussi à moi, moi je fais tout ça ici, mais en fait, en France, qu'est-ce qui va se passer si un jour je rentre, en fait, je vais me prendre des portes, parce que j'ai pas fait d'école d'art, parce que les projets que j'ai ici, en fait, personne n'en a jamais entendu parler. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, je me disais, mais quand même, je pense que c'est important pour moi, au final, d'être reconnu par ses pairs. Je pense que c'est quelque chose de très profond et je pense que nous tous qui sommes ici expatriés, c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'en rappelle parfois. Tu as besoin d'être validé aussi au niveau de tes pairs, comme tu dis. C'est vrai qu'en Chine, ici, c'est vrai que les gens vont te connaître, ont entendu parler de toi dans la communauté française, c'est clair, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui dans ce domaine-là. Et c'est sûr qu'en France, peut-être c'est peut-être un peu plus difficile. Il y aurait peut-être un vrai truc à faire, c'est d'amener tous ces illustrateurs chinois et de leur dire attendez, on va vous faire une place à Angoulême ou sur d'autres rencontres ou festivals qu'il pourrait y avoir, ça c'est certain. Et c'est sûr qu'en France aujourd'hui, au niveau BD et album, c'est quelque chose qui marche toujours autant. On voit il y a toujours des artistes, les Gueuluc, etc., qui ont tous toujours des centaines de milliers d'albums vendus, c'est assez incroyable. Alors qu'on a l'impression que les gens ils sont tous dans le digital. La BD c'est encore le truc que tu as envie d'avoir dans ton étagère, quoi. C'est ça, hein. C'est clair. Et du coup, est-ce que toi tu as envie à un moment de travailler complètement sur une histoire complète que tu créerais complètement? Est-ce que tu travailles sur quelque chose? Tu avais parlé de l'histoire de ton oncle. Voilà, ça c'est vraiment mon c'est toujours dans tes cartons? C'est toujours dans mes cartons.
en fait, ça me fait vraiment progresser parce que je me rends compte que ça va être vraiment un énorme travail, c'est sûr. Enfin, j'ai déjà commencé, mais c'est à la fois son histoire, mon histoire un peu entremêlée. C'est à la fois la Chine d'antan et la Chine d'aujourd'hui, et donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et je sais pas quand est-ce que je vais réussir à vraiment. Enfin, c'est vrai que j'ai peur de m'y attaquer en fait. Donc j'espère que je vais y arriver. Qu'est-ce qui te manquerait pour en fait, je pense que techniquement, j'ai des lacunes parce que j'ai appris sur le tas, et donc j'ai des lacunes, mais des lacunes de trucs genre perspective, anatomie, voilà, des vraies des choses. C'est-à-dire que moi, mais vraiment, le graphical coding, c'est l'opposé, quoi. C'est-à-dire, je dessine des trucs super flowy, où en fait, le plus important, c'est le moment. Oui. Pour le graphic coding, il faut juste. Finalement, c'est pas le dessin. Non. C'est plus le momentum qui va faire. Okay. Et puis c'est le lettrage, c'est la couleur. En fait, c'est get your meaning through. Alors que là, c'est vraiment, il faut que je fasse quelque chose de complètement différent, et donc il faut que, je suis en train d'apprendre à, même là-dessus, par exemple, j'ai jamais passé dans le numéro 3, la BD que j'ai fait dans le numéro 3, j'ai jamais passé autant de temps sur une bande dessinée papier. Ouais. J'ai même créé 2 polices de caractère. Genre le truc que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, mais que je me disais bon, je vais peut-être pas quand même faire 2 polices de caractère pour un BD. Là, franchement, je me suis vraiment fait plaisir, et puis voilà, donc j'essaie de petit à petit, comme je disais, je suis pas perfectionniste, et c'est une lacune aussi. C'est à la fois un atout et c'est vraiment double-edged sword, quoi. Ouais. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, cette caractéristique, mais en même temps, maintenant, je me rends compte qu'il faut que j'arrive à passer outre et à devenir perfectionniste. Et alors, comment t'apprends C'est via le réseau, via les gens que tu as autour de toi qui vont t'aider à évoluer dans ce domaine-là? Et puis même, juste le faire. Hein. Pratique. Oui. Parfois, il faut juste s'asseoir et travailler longtemps, et le faire, et c'est tout. Excellent. Super. Alors, maintenant, peut-être pour finir aussi, donc toi, tu es arrivé en Chine via un parcours assez particulier qui est plutôt lié à tes racines. Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui a envie de vivre sa passion en Chine? On entend beaucoup d'expatriés qui sont ici et qui disent moi, chez moi, j'aimais faire ça. Et finalement, ici, en Chine, on n'a pas accès à tout ça pour des problèmes de langue, pour des problèmes autres, en fait, juste parce qu'on est dans une ville de 25 millions d'habitants aussi, et des fois, c'est pas forcément facile. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à des gens qui ont une passion un peu artistique, peut-être, moi, j'ai quelque chose, je pense que quand je suis arrivée à Shanghai, c'est vrai que je me dis comment ça va être Shanghai, c'est vraiment différent de Chongqing. Puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que à Shanghai, quoi qu'on cherche, on peut le trouver. Il y a une communauté pour quoi que ce soit. Moi, je l'ai découvert, par exemple, j'aime bien danser le swing. Et en fait, je pensais, je quitte la France, je me dis, ça serait trop bien. Bon, il n'y en aura pas en Chine, mais alors ici, c'est une communauté extrêmement dynamique, quoi. J'ai vraiment été étonnée. Puis même, du coup, les Chinois, ils ont vraiment ce truc de quand ils commencent à apprendre quelque chose, ils font que ça, et genre, c'est incroyable, quoi. Et je pense que vraiment, il y a ça pour chaque communauté. Et oui, il y a des problèmes de langue, mais moi, je pense que c'est outrepassable. Je pense que quand tu partages une passion, à la fin, finalement, la langue a peu d'importance. Mais exactement. Tout se résume à cette passion. C'est ça, et c'est en fait ce qui permet justement de passer outre la barrière de la langue. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer à chercher, et ça se trouve, quoi. Ou alors, il faut le créer. Bien, voilà, c'est ce que tu as fait toi avec chez Living in the Dark. On m'a parlé de tes parents au début. Alors, je pense que tes parents, ils ont vite compris que tu étais passionné par le dessin. Donc aujourd'hui, ils sont moins étonnés que tu fasses ça pour en vivre. Peut-être qu'ils doivent être à la rigueur très contents que tu arrives à compiler un petit peu ces deux. Bon, le bac de gestion, le diplôme de gestion, peut-être un petit peu moins, je pense, aujourd'hui. Mais on ne sait jamais. Peut-être à un moment, tu risques de monter quelque chose d'indépendant et ça va venir t'aider aussi, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans un an? On se revoit à nouveau. Tu auras publié 4-5 autres magazines d'ici là. Moi, j'apprends beaucoup aussi. En fait, j'avais jamais vraiment géré de communauté. J'ai beaucoup à apprendre encore en management et pas vraiment de management, mais disons que c'est compliqué. C'est même pas de la gestion. C'est-à-dire vu que tout le monde est volontaire, donc déjà, en fait, tout devient très personnel puisqu'il n'y a pas la notion d'argent au milieu. En fait, donc tout va droit au cœur, quoi. Donc c'est une espèce de sitcom, quoi. Genre. Faut gérer les beaucoup, égos. Beaucoup il y a beaucoup de d'émotions. politique finalement. Et dans puis ce même, genre c'est de des choses. artistes aussi, donc c'est en plus quelque chose de vraiment qui va.
Donc j'espère en fait, j'aimerais bien, moi mon rêve c'est que un jour je vais partir de Chine et j'aimerais bien que Shaving in the Dark soit encore là. Ouais. Donc en fait j'aimerais bien réussir à passer pas de loup. Vous êtes combien à gérer ça? On est 8 dans le groupe, d'accord. dans le petit groupe. Ouais. Et les gens qui viennent, vous les considérez comme des membres ou cette communauté? Il y a combien de personnes qui viennent en moyenne dans vos événements, dans vos rencontres? Les Drink and Draw, en général, quand c'est un Drink and Draw normal, je dirais qu'il y a 30 personnes, voilà. Mais là, le dernier, le lunch, en fait, franchement, je sais pas. Je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a une centaine de personnes en tout qui sont venues. Et enfin, en fait, il y a plein de gens qui sont rentrés et qui sont tout de suite parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à gérer un peu tout ça. À gérer le volume, Et donc, dans un an, vous allez continuer à publier quelque chose à peu près tous les 3 mois, ce que tu disais. Vous travaillez sur d'autres projets. On parle de BD, mais est-ce qu'on pourrait se dire qu'à un moment, cette BD, elle s'anime, ou alors c'est quelque chose de complètement différent? Non, c'est sûr que de toute façon, le next step de la BD, c'est un peu l'animation. J'aimerais bien avoir un peu des workshops d'animation, peut-être. T'en as jamais fait? Moi, j'ai fait un petit peu plutôt de la stop motion, du fast motion, mais de l'animation, je vais commencer à apprendre, hopefully. Mais en fait, il y a pas beaucoup d'animateurs en fait, ils sont débordés, vraiment, ils sont débordés ici. Donc, j'aimerais bien réussir à leur prendre un petit peu de temps pour avoir quelques workshops, mais je sais pas si ce sera possible. Et puis, en fait aussi, donc, on a nos workshops, on a aussi commencé à faire des concours pour les écoles. Donc des concours de BD pour des écoles à Shanghai aussi, Suzhou. On a un partenaire qui s'appelle Mystery Box. Et donc là, lundi, normalement, il y a un des shavers qui va aller donner un cours dans une école. Donc ça, franchement, pour moi, c'est vraiment... ça me tient beaucoup à cœur, quoi, parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça qu'il faut. Et surtout que, en fait, je pense que ça peut rassurer tout un tas de gens qui sont passionnés par le dessin. Si on parle des Chinois, peut-être culturellement, les parents ont un peu tendance à les éduquer en disant si t'es pas dans un cubicule avec un néon au-dessus de ta tête, t'as pas réussi ta vie. Et donc en fait t'as tout ce côté artistique et passionné, en fait on dit non, c'est pas un métier en fait, donc tu vas pas aller faire ça. Mais aujourd'hui, comme tu dis, en fait t'as tous ces professionnels, ils sont complètement débordés. Ça veut dire qu'il y a une demande de fou, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour le faire. Donc ça montre aussi que si vous arrivez à les éduquer et à les récupérer très tôt en leur disant vous inquiétez pas, en fait, il y a un marché de fou pour vous. Non mais c'est clair, franchement. Moi vraiment, je pense que en ce moment, Shanghai pour un créatif, c'est un endroit à la fois extrêmement excitant. Il y a vraiment plein de possibilités. En même temps, il faut pas se voiler la face. Il faut pas se je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans la communauté créative ici qui est alors moi je suis graphic designer, machin, alors que en fait les standards ici c'est pas les mêmes. Il faut garder la tête sur les épaules, et parce que moi quand je rentre en France, je me dis ça me fait peur, c'est vrai, ça me fait peur parce que c'est pas la même chose. Il faut que c'est difficile de comparer, quoi. Bien sûr. Bon, très bien. Merci beaucoup, Zoe, pour toutes ces informations. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient être hyper intéressés d'en savoir plus sur ce que tu fais, sur les workshops. Comment on te retrouve? Comment on peut suivre ce que tu fais? Alors, pour mon travail de graphic recording, j'ai un site web, c'est www.zovism.com. Et pour Shaving in the Dark, vous pouvez juste rechercher Shaving in the Dark dans WeChat. On a un WeChat official account. Parfait. On mettra toutes ces informations aussi sur l'article qui va avec ce podcast. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Salut. C'est trop loin. Voilà, j'espère que cet échange a été aussi passionnant qu'il l'a été pour moi. Si vous êtes intéressé pour en savoir beaucoup plus sur la communauté Shaving in the Dark et le travail de Zoe, je vous invite à consulter l'article qui va avec cet épisode. Vous avez à peu près tous les liens qui vont vous permettre de suivre le travail qu'elle fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'hésitez pas également à nous laisser des commentaires et des likes malgré les difficultés que certains ont pu rencontrer sur iTunes, sur SoundCloud ou les autres plateformes que vous utilisez. Ça me permet vraiment d'avancer. Comme je le disais, on a largement passé la barre des 3000 écoutes maintenant, et ça c'est grâce à vous. Donc continuons, puisque le nombre d'écoutes va me permettre aussi de pouvoir aller taper à la porte de beaucoup plus de monde pour faire des interviews.
Bien sûr, on travaille sur plein d'autres choses qui vont autour de ce podcast maintenant, puisqu'il y a un besoin, il y a une demande et on l'a bien identifié. Et donc, on est dédié aujourd'hui à améliorer tout ça. On peut pas parler de backstage sans le backstage de backstage, et pour ça, c'est pour moi le mieux sur Instagram, puisque c'est là où je vais partager le plus sur le compte NextStepFR, et c'est là où vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe au niveau des stories et autres, que j'essaye d'alimenter le plus possible. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.